Tariq va nous présenter aujourd'hui un sujet sur les épaves historiques. Et en même temps, on voulait avoir des archéologues, des spécialistes dans leur domaine et dans leur pays, mais avoir l'expérience des associations parce que les associations ont un rôle immense, très important dans la construction et le début de ce domaine qui est vraiment, qui commence vraiment en Algérie, l'archéologie subaquatique. Bonjour à tous, salam alaikum. Merci Rafik de m'avoir invité à animer cette conférence. Ça, c'est une vue sur la baie d'Oran. Donc, quand on est à Oran, on a cette belle vue donc, sur la Méditerranée, et puis il y a toujours des cargos qui sont rades dans le port, en rade dans la baie, qui attendent donc, de rentrer au port. Si je vous demande combien vous voyez de cargos sur cette photo, vous allez me dire 7 cargos. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais en fait, si je pose la question à Khaled qui est avec nous au cours de cette conférence, ben lui, je suis sûr qu'il va me dire 8. Il y en a un de plus. Pourquoi? Parce que il y a un cargo qui est aussi grand que cela, qui est tout au fond, qui est là donc depuis un certain temps. Très gros cargo, 18 mètres de fond. Le haut du cargo, il remonte à peu près 12 mètres. Donc, pas dangereux, accessible pour des niveaux 1. Et ce cargo, donc, on n'a pas encore réussi à trouver son histoire. C'est quand même dommage parce qu'un gros cargo comme ça qui coule en face d'Oran, en face de la deuxième ville d'Algérie, forcément qu'il y a eu des témoins. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la plongée sur épave, parce qu'on est des sportifs, parce que c'est notre passion, mais on a aussi envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et aucun n'a été capable de me dire ce cargo, quel est son nom, quelle est son histoire, quand est-ce qu'il a coulé. C'est un très gros cargo, donc très imposant. À l'avant, il y a 3 grandes cales. J'ai trouvé une photo sur une revue de plongée une fois, ça ressemblait un peu à ça. Donc ça, c'est juste un croquis pris d'une revue de plongée. Donc voilà, à peu près 3 grandes cales à l'avant, ce qui me laisse supposer que c'est peut-être un céréalier. Voilà. Ou un bateau qui transportait des agrumes. 18 mètres de fond, accessible et à 10 minutes de navigation du port d'Oran. On prend le cap vers l'ouest et on avance. On arrive donc au port de Mers el-Kébir, port militaire par excellence en Algérie et même avant l'indépendance. Donc, Mers el-Kébir est connu pour une bataille donc, qui s'est passée le 3 juillet. C'est l'opération Catapulte. Donc, ça, c'était les Anglais. Donc, en juin 1940, la France elle a signé l'armistice. Elle a reconnu la suprématie des Allemands pendant la guerre. Donc, ils ont dit, nous, on arrête la guerre, les Allemands, vous avez gagné. Les Français étaient alliés aux Anglais. Les Anglais de Churchill voulaient continuer la guerre et les Français, ils voulaient arrêter, ils ont reconnu leur défaite. Donc, les Anglais, ils se sont présentés en face de Mers el-Kébir et ils ont dit, nous, on n'est pas d'accord, on veut continuer la guerre. Donc, ils leur ont fait un peu de chantage. Ils leur ont dit, il y a plusieurs possibilités. Soit que vous venez avec nous, on continue la guerre, soit vous nous donnez vos bateaux, soit vous prenez vos bateaux loin du conflit, donc emmenez-les quelque part aux Antilles, soit vous sabordez, donc vous coulez vos bateaux. Comme ça, on n'a pas envie que vos bateaux tombent entre les mains des Allemands. Donc les Français, ils leur ont posé un ultimatum de 6 heures. Donc au bout de 6 heures, il n'y a pas eu de compromis de trouver. Donc les Anglais ont bombardé Mers el-Kébir et il y a eu 1300 morts. 1300 morts, la grande majorité au cours de 20 premières minutes. Donc c'est énorme. Donc bataille de Mers el-Kébir, 1300 morts, principalement tous sur l'épave du Bretagne. Donc la Bretagne, c'était un des bateaux donc, qui était amarré à la jetée. Et donc il a coulé donc, ce jour-là, emmenant avec lui plus de 900 soldats. Ça, c'est un mémorial qui est donc du côté de Brest, c'est le mémorial de la bataille de l'Atlantique. Donc, il y a 2 grandes ancres du Dunkerque et du Strasbourg. C'est des bateaux qui ont été coulés lors de la bataille de Mers el-Kébir. Et pas loin de Brest, donc à Quimper, j'ai eu l'occasion donc l'année dernière d'aller rendre visite donc, à l'un des derniers survivants donc, de la bataille de Mers el-Kébir, Yves Jancourt, qui avait 96 ans l'année dernière. Et je suis allé le voir avec Hervé Graal. Donc, début 2019, il restait 3 survivants de
de la bataille de Mers el-Kébir, donc 2 Français et un Algérien. En 2019, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yves Jancourt en mars, et puis malheureusement en juin, il est décédé. Et donc, il reste un seul survivant de la bataille de Mers el-Kébir, c'est Yahya Brahmi, qui habite à Balouagia. Donc, il a pratiquement un siècle. Et là, donc, vous voyez donc Ahmed Taleb, qui est un photographe, qui est allé le voir pour immortaliser son témoignage. Donc, il a pris des photos, il l'a filmé, parce que donc, Yahya Brahmi, c'est le dernier survivant de la bataille de Mers el-Kébir. On va arrêter de parler de guerre, on va aller à une destination un peu plus joyeuse. Donc, quand on avance donc, sur la côte oranaise vers l'ouest, on arrive à l'île Plane. L'île Plane, Paloma, donc c'est une très belle destination, c'est l'une des plus belles destinations à l'ouest. Donc, vous avez une île avec des petites criques, un petit débarcadère. Vous avez sous l'eau une biodiversité qui est vraiment fabuleuse, donc de très beaux spots donc, de plongée, beaucoup de vie. Donc vraiment, c'est un endroit à visiter pour les plongeurs. Il y a des grottes. Ça, c'est une très belle grotte qui est très, très longue, qui fait à peu près 130 mètres de long. On rentre à 34 mètres et on ressort à 37. Donc c'est très impressionnant. Il y a plein de mostels à l'intérieur. Et puis, bien sûr, comme le sujet d'aujourd'hui, c'est les épaves. Donc, sur la face nord de l'île Plane, il y a le Boristen. Boristen, c'est un voilier qui avait démarré donc, de Marseille en 1865, en hiver, donc 13 décembre. Et quand il était presque arrivé à Oran, il a percuté l'île Plane, parce que l'île Plane, à cette époque-là, elle n'était pas répertoriée sur les cartes marines, et il n'y avait pas de phare à cette période-là, à cette époque-là. Donc, il y a eu 70 morts pendant ce naufrage. Donc, c'était l'hiver, c'était en décembre, donc 15 décembre. L'hiver, il faisait froid, en pleine nuit. Vous imaginez la détresse des passagers. Les secours n'ont pas pu venir de suite parce que la mer était très agitée. Donc, ils ont mis 2 jours avant d'être secourus et rentrés au port. Voilà. Donc, il persiste quelques vestiges donc, du Boristen. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Donc, c'est pas une plongée très intéressante au niveau visuel. C'est-à-dire, on n'a pas la belle proue d'un bateau ou quoi que ce soit. Par contre, c'est un naufrage. Il y a eu 70 morts. Donc, c'est intéressant donc, de connaître l'histoire de l'île Plane et l'histoire donc, de ce bateau. Il y a une presqu'île qui s'appelle Girardi ou Géraldine. Il y en a qui l'appellent Géraldine, comme le prénom de la fille, Géraldine. Mais en fait, le vrai nom, c'est Girardet, parce que l'origine, c'est que M. Girardet, Louis Girardet, avait construit un cabanon dans les années 40 sur cette presqu'île et il vivait tout seul en symbiose avec la nature. En face, donc, il y a une très belle épave à 17 mètres avec un très grand canon à l'arrière, une hélice imposante hein, qui vous mesurez par rapport donc, à l'IS qui est sur l'hélice, donc ça fait à peu près 4 mètres de diamètre. Donc ça aussi, c'est une très belle plongée. Hein, c'est vraiment une plongée qui mérite le détour. Alors nous, notre hypothèse, c'est que c'est the City of Perth. City of Perth, c'était un bateau donc, anglais qui partait de Annaba qui allait vers Liverpool. Il faisait partie d'un convoi. Et en 1943, donc, il y avait beaucoup de sous-marins allemands qui sillonnaient le littoral pour essayer d'attaquer les convois. Il a été torpillé donc, au large. Il a été tracté par un autre bateau vers la côte. Et puis, il a fini par couler. Je vais vous parler un peu donc, de la photogrammétrie. La photogrammétrie, donc, c'est la reconstitution en 3D donc, d'objets. Donc, ça peut être terrestre ou sous-marin. Donc, terrestre, il y a de nombreuses applications, hein, c'est des technologies nouvelles, innovantes. Donc, par exemple, en médecine, par exemple, avant, on avait des radios simples, après, on a eu les scanners. Maintenant, on peut faire un scanner en 3D. Donc, on fait une reconstitution d'image. Donc, ça nous permet de mieux voir un peu l'objet. On a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de précision. En architecture, la modélisation en 3D, donc, vous avez beaucoup plus donc, c'est beaucoup mieux. En archéologie, donc, si on trouve des objets, on veut les identifier. Si on fait le reconstitution en 3D, on envoie, si c'est accessible sur Internet, et donc il y a des personnes à l'autre bout du monde qui peuvent voir l'objet et le retourner, zoomer, dézoomer, donner un avis.
Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant et c'est à la portée de tout le monde parce que c'est tout simple à faire, la photogrammétrie. Ça permet aussi le suivi. C'est-à-dire, si vous avez un objet, vous faites sa reconstitution aujourd'hui en 2020 et dans 5 ans, dans 10 ans, vous refaites la photogrammétrie. Vous pouvez voir voilà, si c'est dégradé, si ça a changé. Pour la biologie marine, par exemple, une branche de corail, vous faites sa photogrammétrie aujourd'hui pour prendre des mesures, donc combien elle fait de centimètres, la longueur et tout. Et puis voilà, on peut faire des suivis donc, de corail, par exemple. Alors, j'apprends la photogrammétrie avec l'association Septentrion, une association de plongeurs qui est basée à Marseille. Donc, on a fait donc, un certain nombre d'essais sur les épaves d'Oran. Eux, Septentrion, ils ont fait un gros travail sur les épaves de Marseille. Et puis, ils sont sollicités pour faire autre chose, du suivi de corail, des expertises un peu partout en France et ailleurs dans le monde. On a commencé sur 3 épaves à Oran. Et puis, on a continué avec un projet qui s'appelle Twinning 3D. Donc, cette année, on a un financement pour faire un échange culturel entre nos 2 associations, entre 2 lycées. On a pris une classe d'un lycée à Oran, le lycée École et Loisirs de Madame Sahari, et le lycée des Calanques à Marseille. Et on initie les lycéens à la photogrammétrie. Le Boristen, on l'a fait aussi. Donc voilà, ça nécessitait quelques centaines de photos pour réaliser donc cette photogrammétrie. Et puis, un des torpilleurs, donc, qui est dans la baie d'Oran. Donc voilà, ça, c'est 2 cheminées. Donc pareil, quelques centaines de photos pour réaliser ça. C'est pas très, très précis parce que c'est vraiment des essais, c'est un peu le début, mais on peut vraiment faire des choses de très grande qualité en 3D de nos jours avec du matériel très, très simple. Il suffit d'avoir un appareil photo, pas forcément très performant, et puis surtout le logiciel. Il y a des logiciels qui sont gratuits sur Internet. Agisoft Metachape, puis il est relativement cher, il coûte dans les 3500 €. Mais sinon, vous pouvez le prendre gratuitement pour une version d'essai pendant 1 mois. En février, donc, avec Septentrion, donc on est parti à Oran et on a donc fait le début donc, de notre échange culturel. On a fait donc 3 sites. On a fait un canon à l'entrée du Palais du Bey. Donc ça, c'est les lycéens de l'école, du lycée École et Loisirs. Donc on a fait le canon. On a fait la statue qui est à Santa Cruz. Alors ça, donc on a fait sa reconstruction en 3D en février. Et malheureusement, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a 2 ou 3 semaines, cette statue, elle a été vandalisée. Donc elle a été cassée. Et c'est bien dommage, parce que c'est l'un des symboles d'Oran. Donc si demain, par exemple, l'évêché d'Oran veut reconstituer la statue, nous avons l'information, nous avons la donnée qui permet de faire une reconstitution fidèle, parfaite. Et puis tant qu'à faire des 3D pour faire des 3D, on s'est dit, on va finir en beauté notre séjour, donc notre échange culturel, et tant qu'à faire, on va faire quelque chose de grandiose. Alors, au début, c'était juste en rigolant, parce que j'étais à Orange, je posais la question à mes amis, je dis, je cherche des modèles pour faire de la 3D, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu n'as pas un petit monument, une statue, quelque chose? Donc, il y en a un, il m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas le lion de la place d'Armes? Bon, il m'a dit ça en rigolant, mais on s'est dit, bon, pourquoi pas? Donc, on a demandé à la mairie, ils m'ont dit, OK, pas de souci. Donc, on est allé donc, avec l'équipe donc, des lycéens et on a fait donc, la reconstruction en 3D donc, du lion. Donc, ça, on en est vraiment fiers parce que le lion, c'est vraiment le symbole d'Oran. Et donc, on a toutes les données maintenant pour le faire. Donc, très rapidement, on va pouvoir donc l'imprimer en 3D pour faire des petites statuettes. Voilà. C'est quelque chose de très intéressant et encore une fois, c'est quelque chose de très facile à faire. Voilà, notre séjour donc en février s'est acheminé. Bon, il faisait beau, hein, on a pu passer un 5 jours d'échange culturel très, très intéressant donc, entre les lycéens d'Oran, l'association Septentrion de Marseille, l'association Chebec. Ça, c'est une petite photo souvenir. Et bon, on voit le groupe, mais aussi on voit derrière. Donc derrière, il y a le Cap-Roux, il y a aussi quelques épaves. Moi, je vois 5 épaves sur cette photo. Et sur la côte oranaise d'une manière générale, il y a ces cargos qui s'enradent. Comme je vous ai dit, il y en a un qui est au fond, mais aussi le potentiel, il est énorme. Vous avez plein d'épaves. Il y en a qu'on a découvert, il y en a d'autres qu'on découvrira. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de persévérance.
la côte oranaise comme le littoral algérien, il est vraiment très peu exploré. Donc, on a de beaux jours devant nous.